Alexis Corbière. Bonjour. Le prix des carburants n'en finit plus de grimper ces dernières semaines en France. Le gazole a déjà atteint son record, le sans-plomb s'en approche. Le gouvernement demande aux distributeurs de faire un geste en baissant, en supprimant leurs marges. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, premièrement, ces prix qui augmentent participent à cette pression terrible qui est exercée sur beaucoup de foyers. Beaucoup de prix augmentent. Vous en avez sans doute parlé, électricité, gaz, etc. Donc, il y a une situation qui est difficile. Et en particulier sur le prix des carburants. Alors, que dit le gouvernement par l'intermédiaire de Madame Pompili ? Elle l'a dit l'autre jour à l'Assemblée nationale. Ils prennent la mesure du problème et ils disent il faut faire un geste. Alors, pourquoi je suis en désaccord avec cette méthode ? C'est que faire un geste, c'est premièrement, on va dire que, ok, la ministre considère, et le gouvernement, qu'il y a un problème de fond, il faut agir, mais on s'en remet au bon vouloir de groupes privés. Moi, je pense que quand on reconnaît qu'il y a un problème, qu'il y a un aspect exceptionnel, qui nécessite une mesure d'urgence exceptionnelle, courte dans le temps, il faut agir. Ce que nous proposons, c'est de reprendre la même méthode qui avait été celle de M. Édouard Philippe quand il était Premier ministre à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. On bloque les prix. On arrête. Mais on les bloque à leur niveau actuel, c'est-à-dire éventuellement on les bloque à leur niveau actuel, déjà pour éviter que ça continue de monter, ouais. Et on pourrait même éventuellement réfléchir à ce qu'il y ait une baisse, mais d'ores et déjà, bloquons-les au niveau actuel pour éviter que ça continue de flamber. Quelle est la nature du problème dans cette histoire ? C'est que ça n'est pas une augmentation des prix qui serait due à des coûts supplémentaires pour l'extraction du pétrole ou à un moment donné une raréfaction. C'est la reprise mondiale. Oui, et c'est un effet spéculatif, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné moins de demandes, et désormais la demande réaugmente, et il y a moins de stock. Bon, très bien. Donc on peut considérer que progressivement, l'ensemble des groupes pétroliers, de toute manière, retrouveront leur marge, mais il y a un aspect circonstancié. On est au début de l'hiver, où par ailleurs, beaucoup de nos concitoyens, quel que soit ce qu'on en pense, etc., et eux-mêmes d'ailleurs, sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Donc là, c'est quelque chose que le gouvernement ne peut pas laisser dans le cadre d'une période déterminée. Moi, je dis pas que ça doit être la politique constante de bloquer les prix, mais là il faut dire stop, on l'a déjà fait, il faut le faire. Concrètement, et pas seulement ça se passe comment ? Si vous étiez au pouvoir, vous iriez voir Monsieur Pouyanné chez Total et vous lui dites là il va falloir... Comment le gouvernement a-t-il fait à l'occasion de la crise des Gilets jaunes ? On l'a fait. On avait arrêté la hausse des taxes. Voilà. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va pas voir les fournisseurs et on leur dit pas vous rognez sur vos marges. Moi je ne serais pas choqué à l'idée que même de toute manière nous considérons que le prix est fixé momentanément qu'il n'y ait pas d'augmentation et que nous en restions là. Si Monsieur Pouyanné ou un autre, on va pas parler que de Monsieur Pouyanné, le patron de Total, vous dit non, j'ai pas envie de bloquer les prix parce que moi je l'achète plus cher, mon baril de pétrole brut, vous lui répondez quoi ? Je lui réponds que momentanément, notre pays est face à une situation difficile et qu'on ne peut supporter une augmentation du prix. Vous savez, il y a matière à discuter avec des groupes qui réalisent des profits significatifs. Je ne crois pas qu'on soit totalement impuissant face à une situation. En fait, même, vous dites la même chose que Barbara Pompili. Elle dit aux distributeurs, faites un geste. Non, ça n'est pas la même chose. Moi, je vais voir les producteurs directement. Je ne crois pas que ce soit la même chose de dire, je vous invite à faire un geste, ce qui revient à, une fois de plus, considérer que les pouvoirs publics sont totalement désarmés, à ce que, légalement, ou par décret, le gouvernement dise on arrête de telle date à telle date les prix, voilà, de la même façon qu'on peut le faire sur d'autres denrées. Il y a des choses que dans ce pays on sait à un moment donné interdire. Il y a des choses sur lesquelles on sait dire à des groupes, voilà, il y a des groupes privés, vous ne pouvez pas augmenter les prix. Voilà, de manière, je répète, circonstanciée, que l'on comprenne bien, c'est que sans aucun doute que progressivement l'ensemble de ces groupes vont continuer à faire leur marge bénéficiaire. Donc je dis ça juste pour que les gens soient pas pris à la gorge, ou qu'à l'inverse, le problème des taxes et de la baisse des taxes, c'est que ça revient à ce que soient les Français et l'argent public qui finance ça et qui finalement permet que les groupes privés continuent à faire leur marge de bénéfices. Par contre, il y a moins d'argent public qui rentre. Donc ce serait quand même curieux que ce soit nous, le contribuable, qui s'assure surtout que les groupes privés continuent à faire leur marge, mais par contre on fait moins de rentrées. La baisse des taxes, c'est ce que propose Anne Hidalgo, la candidate socialiste. Et puis l'autre piste du gouvernement, c'est le chèque carburant sur le modèle du chèque énergie. Le chèque carburant, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est de l'argent public qui sert à s'assurer que les groupes continuent à faire leur marge de manœuvre, mais que les Français le ressentent moins à l'achat. C'est pas nécessairement une bonne politique. On a besoin d'argent public à l'heure actuelle. On en a besoin pour l'hôpital public. On en a besoin pour les moyens qui sont les nôtres. Et je suis pas d'avis que ce soit le contribuable et que notre règle d'or, ce soit surtout la sacro-sainte règle qu'il faut respecter, c'est que les grands groupes pétroliers, que ce soit Total ou tous les autres, doivent continuer à faire des bénéfices. Par contre, c'est l'argent public qui aide à ce que le choc soit moindre. Toujours au rayon énergie, Emmanuel Macron a annoncé avant-hier que la France allait investir 1 milliard d'euros pour développer des mini-réacteurs nucléaires. Est-ce que le nucléaire, pour vous, c'est l'avenir ou pas ? Non. Alors, c'est passionnant.
ce débat. On est à 6 mois d'une élection présidentielle. Profitons de cette occasion pour avoir un débat tout à fait noble pour dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que notre parc nucléaire arrive à une certaine durée d'existence qui nécessite qu'il y a soit des investissements pour pouvoir continuer, on appelle ça le grand carénage, soit notre parc nucléaire peut nous mettre en danger. Ce grand carénage, c'est quand même un plan d'investissement de 100 à 150 milliards d'euros pour la période qui vient. Donc c'est pas rien. Donc ça nécessite qu'on en discute. Et je crois que le président de la République, là aussi, c'est le jeu de la 5e République, mais vous savez que nous le regrettons, ne peut pas prendre cette décision tout seul de dire on continue. Je pense qu'il faut profiter de l'élection qui vient. Là, elle n'est pas prise la décision. Il s'agit d'investir sur la recherche pour savoir si en 2030, c'est-à-dire au milieu du quinquennat, pas le suivant, celui d'après, vous êtes un défenseur de Monsieur Macron, mais vous avez entendu comme moi que je ne peux pas vous laisser dire que la décision est prise sur le nucléaire aujourd'hui, elle l'est pas. Mais il m'a semblé que son plan 2030, c'était de considérer que nous allons vers un développement, notamment, et le développement des SMR. Mais il vous a pas échappé, Alexis Corbière, qu'il y a une élection présidentielle dans 6 mois, comme vous l'avez dit. Et qu'entre-temps, il y aura une élection et même une deuxième en 2027 si la démocratie fonctionne bien. Et que là, on parle de centrales qui pourraient voir le jour en 2030. Donc c'est pour ça que je vous dis que la décision n'est pas prise aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'un point de vue technologique... Et je suis le défenseur de personne, pardon pour cette réflexion. Je vous ai taquiné, on va pas... Taquinez-moi autant que vous voulez. Non, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, je préfère que le président de la République remette la discussion sur le tapis et qu'à l'Assemblée nationale on puisse en discuter collectivement, que ce soit pas une décision d'un homme seul et que même les Français soient conviés à l'occasion de l'élection présidentielle qui vient de se prononcer sur cette affaire. Il va de soi qu'on peut faire peur aux Français en disant c'est le retour à la bougie, si on arrête le nucléaire, oulala, on peut rien faire. À quel scénario nous nous référons pour aller vers une sortie du nucléaire? Et je veux être précis à ce micro. Au scénario dit Négawatt, c'est un collectif d'associations, d'ONG, de scientifiques qui considèrent qu'il est possible d'aller en 2050 à une sortie du nucléaire vers une énergie 100% renouvelable, à condition effectivement que des impulsions d'investissement soient prises d'ores et déjà. Il y a des énergies qui sont maritimes, solaires, etc. Bon, c'est un plan indiscutablement qui par ailleurs est assez ambitieux et motivant pour un pays que de mettre des moyens publics. Mais c'est pour ça que je me suis permis en introduction de la réponse de dire que des moyens publics, de toute manière, il va falloir en débloquer. Même si on veut maintenir le nucléaire, on peut essayer d'aller vers autre chose. Je vous propose qu'on marque une toute petite pause parce qu'on va passer encore quelques minutes sur le nucléaire. C'est un sujet suffisamment passionnant pour ça. Petite pause à 8h40 avec Diane Ferschit pour le Fil Info. Le taux d'incidence du coronavirus continue à baisser. 12 départements de plus ne sont plus soumis à l'obligation du port du masque à l'école primaire. La mesure s'appliquera dès lundi. Les écoliers de 79 départements seront donc concernés au total par l'abandon du masque en classe. Liste complète à retrouver sur franceinfo.fr. Ristourne fiscale, baisse des taxes ou encore chèque carburant. Le gouvernement à la recherche de la bonne formule pour contrer les hausses des prix de l'essence à la pompe. Particuliers et professionnels font face à des prix qui n'en finissent pas de grimper. Du côté des distributeurs, le problème n'est pas chez nous, estime sur France Info le président de Système U. Une baisse de leur marge ne serait selon lui pas significative. La pauvreté, facteur aggravant des conséquences de la pollution de l'air sur les enfants, selon un rapport du réseau Action Climat et d'UNICEF France. Une pollution qui peut engendrer asthme et allergies. Selon ce rapport, plus de 3 enfants français sur 4 respirent un air pollué. Vous ne serez bientôt plus confronté au ticket de métro qui s'est démagnétisé dans votre poche. Une centaine de gares et de stations d'Île-de-France cessent à partir d'aujourd'hui de le vendre en carnet. Objectif mars 2022, le ticket de métro sera dématérialisé ou remplacé par une carte magnétique. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous parliez à l'instant, avant le Fil Info, d'une sortie du nucléaire en 2050. Nous, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire on sort du nucléaire en 2030, soit dans moins de 10 ans. Alors on comprend pas. Sans doute que ce que voulait dire Jean-Luc Mélenchon, c'est que à partir de 2030, l'ensemble des décisions sont prises. Mais le 100% d'énergie renouvelable dont je vous parlais, qui est pas que c'est le programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, que par ailleurs il a présenté à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017. Mais c'est un programme qui s'appuie sur ce collectif que je nommais, qui se regroupe dans le scénario dit Négawatt, c'est-à-dire la possibilité d'aller vers 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est possible. Donc c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, on va pas jouer au jeu, alors l'ensemble des interviews de ce que ici ou là, la date qui peut être dite. Non, mais la date est importante. La date, mais j'entends bien. C'est pour ça que je vous dis que pour ce qui est du candidat Jean-Luc Mélenchon et de son programme, c'est 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc on commence à sortir du nucléaire en 2030, on ferme les premières centrales à partir de 2030. Il s'agit de prendre aussi les grandes décisions. Et en 2050, il n'y en a plus une seule. C'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui. C'est ce que vous dites vous aussi. C'est ce qui est dans notre programme. Il y a un cas concret qui va se poser dans quelques mois pour le nouveau président de la République, quel qu'il soit, c'est l'EPR.
2023, si tout va bien, s'il n'y a pas de nouveau report, l'EPR de Flamanville, la centrale nucléaire de nouvelle génération, commence à produire l'électricité. Elle est partie pour en produire pendant des décennies et des décennies, au-delà de 2030. Vous la fermez avant qu'elle n'ouvre ou vous la maintenez ? Écoutez, moi surtout ce que je pense, c'est que j'ai pas la réponse précise à cette question-là. Ce que je sais, c'est que les investissements doivent être engagés par un président. En l'occurrence, je propose que ce soit Jean-Luc Mélenchon parce que c'est celui qui semble le plus déterminé. Ça, on avait compris. Non, mais c'est important parce que bien sûr, après vous pouvez et vous aurez raison de me dire, mais dans le détail, est-ce qu'il y a une impulsion politique pour que nous investissions des dizaines de milliards d'euros pour aller vers 100% d'énergie renouvelable, ou est-ce que nous continuons à maintenir, alors notamment le cas de l'EPR qui par ailleurs a coûté fort cher, qui est assez symptomatique. Des dizaines de milliards, beaucoup plus que... autant j'ai pas la réponse toute précise vis-à-vis de cette question, autant le cas de l'EPR de Flamanville est significatif sur les soi-disant, y compris dans les propositions que nous fait de SMR, de président Macron, c'est que généralement l'investissement dans le nucléaire coûte beaucoup plus cher à l'arrivée que ce qui est annoncé au point de départ. Je rappelle quand même que ça nous place dans une situation qui n'est pas une situation d'indépendance énergétique parce qu'il faut aller chercher de l'uranium à l'étranger. Je rappelle que chaque année, c'est 1200 tonnes, le gaz, c'est pas mieux, le pétrole non plus. Hein. Pardon ? Le gaz, c'est pas mieux, mais on en a pas du tout. Et le pétrole, énergie renouvelable, cher monsieur, donc c'est ça aussi. Après, c'est un objectif ambitieux pour le pays. Le réussirons-nous ? On verra. Ça peut-être que c'est même la date de 2050 qu'on dise aujourd'hui les scientifiques sera un petit peu plus long. Mais ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, il y ait un point de départ d'une direction qui soit prise. Alors ça se fera. Et l'exemple de l'EPR de Flamanville est intéressant. Évidemment que c'est pas du jour au lendemain, il n'y a pas un grand interrupteur où le président Mélenchon vient appuyer en disant tout s'arrête, c'est absurde. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, je n'insulte pas leur intelligence de leur dire ça. Mais je dis c'est quoi la grande direction ? Monsieur Macron nous dit on va continuer vers le nucléaire, on va investir là-dedans. Peu me chaud du problème des déchets, peu me chaud du fait qu'il faut aller chercher dans des pays étrangers avec toute une série de conséquences géopolitiques. Et nous disons la grande intelligence de ce pays peut être mobilisée et des moyens financiers pour en sortir, c'est possible. Allez, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, voici un extrait de son discours avant-hier lors de la présentation de ce plan France 2030. Eh ben on va l'écouter, Emmanuel Macron, ou alors c'est moi qui vais le prendre dans ma voix, vous allez encore me Faites la voix d'Emmanuel. Alors j'y vais. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai, et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau. Est-ce qu'il a raison de dire ça ? Les Français ne travaillent pas assez. Non, c'est factuellement faux. Fake news, c'est pas bien, hein, parce qu'en plus le président Macron et sa majorité nous avaient même fait une loi qui devait lutter contre les fake news. C'est faux, nous travaillons plus que la moyenne européenne, et en plus non seulement nous travaillons. Ça dépend quels indicateurs vous prenez. Ceux qui sont aujourd'hui communément acquis. Sur une année, c'est pas le cas. Si, sur une année c'est le cas, et en plus les travailleurs français sont plus productifs, ils le sont plus que les autres. Donc la moyenne européenne c'est 37,1, les Français travaillent 37,3 heures, nos amis allemands 34,9, selon les données Eurostat, etc. Bon, donc sur toute une vie, les Français travaillent moins selon les données de l'OCDE parce qu'ils ont plus de congés, parce qu'ils partent plus tôt à la retraite. Mais pour autant, nous travaillons beaucoup, nous avons une productivité plus élevée qui nous amène à considérer que le problème serait que comme dit le président de la République, que nous travaillons moins, c'est absolument faux. Notre productivité, la productivité des travailleurs français, vous savez, la productivité, elle est aussi due au fait que les Français, ils ont des congés, des choses comme ça. Vous voyez, si à un moment donné, tout ça joue, le fait qu'on part relativement plus tôt à la retraite permet que le travailleur, quand il est en situation de travail, il est plus efficace parce qu'un travailleur âgé, usé, ça travaille moins bien. Donc tout ça, c'est une seule et même logique. Vous êtes pour les 32 heures. Oui, vous allez faire les 32 heures. Pour tout le monde. Bah oui, ça crée de l'emploi, ça permet de faire rentrer sur le marché du travail. Tout le monde. Oui, c'est l'idée du principe, c'est la réduction du temps de travail est vertueux. C'est-à-dire que ça effectivement permet que nous puissions ouvrir l'emploi aux plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça permet qu'il y ait de meilleures conditions de vie. Ça compte et ça pèse aussi sur la santé. Les 32 heures payées combien ? Mais ça, un maintien de salaire, évidemment, de la même façon que les 35 heures. C'est un débat, avec vous savez. Des compensations pour les entreprises. Mais quand Lionel Jospin avait mis en place les 35 heures, ça semblait impossible à l'époque. Rappelez-vous, c'était même un débat au sein de la gauche. Il fallait avoir une réduction de salaire qui allait avec. Et fort heureusement, ça a été compensé à l'époque. L'État a versé de l'argent aux entreprises. Oui, mais ça a créé beaucoup d'emplois. Ça a créé beaucoup d'emplois. C'est le moment le plus vertueux en termes de création d'emplois de ces dernières. Pour les entreprises ou pas ? Non, il faut aider à ce mouvement par la loi. Ça relance l'activité, la réduction du temps de travail en vérité. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens notre jeunesse qui rentre sur le marché du travail. Ça permet plus de cotisations dans les caisses, notamment souvent qui sont en difficulté. Donc 32 heures. Donc c'est quelque chose qui est bien. Ça lutte contre le chômage. 32 heures avec maintien de salaire. Avec maintien de salaire, sans compensation pour les entreprises. Sur la compensation sur les entreprises, notre attitude a toujours été que le problème aujourd'hui, c'est que derrière cette phrase, ça dépend de quoi on parle. Vous avez aujourd'hui des grands groupes qui n'ont pas besoin d'être publics.
Et vous avez aujourd'hui des TPE, des PME qui peuvent être accompagnés. D'accord ? C'est le problème de toutes les aides publiques qui ont été données précédemment. C'est même le problème dans les annonces du président Macron qui nous annonce des chiffres. On n'a pas eu le temps d'y revenir, mais son objectif, là, des soi-disant 30 milliards, c'est fabuleux. C'est à peine, sur 5 ans, c'est à peine 6 milliards d'investissements par an. C'est quasiment moins que ce qu'on a fait précédemment. Et le problème aussi, c'est que ces aides publiques ne sont pas toujours fléchées. C'est une manière de vous répondre que de vous dire, moi, on peut discuter du fait qu'il y a des TPE, PME, des petits commerçants où l'aide publique peut être intéressante. Donc des aides ciblées pour compenser, mais pas pour tout le monde. Pourquoi pas, mais par contre, les grands groupes du CAC 40 qui reversent des sommes significatives, records à leurs actionnaires, des dividendes avec de l'argent public, c'est absurde. C'est absurde. Et je crois que là-dessus, il y aurait matière à ce qu'il y ait un changement politique. C'est l'objectif dans lequel nous travaillons pour 2022. Alexis Corbière, 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, un hommage national va être rendu demain dans tous les établissements scolaires. Minute de silence et temps d'échange avec les élèves sont prévus. Qu'avez-vous envie de dire aux enseignants à la veille de cet hommage ? Écoutez, une solidarité évidemment de la nation aux enseignants. D'abord, je pense à la famille. Je lisais, je crois que c'est l'épouse de Samuel Paty qui avait dit que la grande mobilisation nationale et l'émotion il y a 1 an avait un peu estompé, est-ce possible, la douleur. C'est-à-dire que ça fait du bien aussi devant ce drame affreux. Et je crois que c'est important qu'on se rassemble encore à l'occasion de ce drame. Et de dire après que si la République, ce mot qui est utilisé quasiment jusqu'à l'usure par certains, pour moi, elle se concrétise dans l'école. L'école publique, c'est le socle. Il n'y a pas de République s'il n'y a pas une école publique, laïque, républicaine, gratuite. Il y a des objectifs encore à atteindre sur beaucoup de sujets. Et les enseignants sont au front, et du moins les acteurs premiers. Et les enseignants, vous savez, M. Blanquer en a beaucoup parlé, M. Macron les a beaucoup salués, mais concrètement, et je crois que depuis 1 an, ils n'ont pas vu leur situation véritablement évoluer, en termes de rémunération, en termes de conditions de travail, en termes d'accompagnement, même sur le terrain de la laïcité. Vous savez, les heures de formation sur la laïcité étaient moins importantes les années précédentes que... je veux dire, c'était plutôt à la baisse. Oui, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, mais concrètement, les collègues... Moi, je suis prof de lycée professionnel depuis 25 ans. Vous savez, sur la laïcité, il ne s'agit pas seulement de dire, de faire des proclamations, faut aider, faut accompagner, faut que ça participe à la formation, vraiment, proposer des matériels pédagogiques adaptés, fins, pas envoyer les gens en disant, montrez Charlie Hebdo, puis ça fera. C'est difficile. Justement, Alexis Corbière, un enseignant sur 2 aujourd'hui, lorsqu'on les interroge, dit s'être déjà auto-censuré au moment d'aborder certaines questions en classe par crainte d'incidents avec les élèves. Vous, dans votre vie de prof d'histoire, c'est la discipline que vous avez enseignée, est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question du pas de vague ? Je vais vous répondre. Oui. Moi, là où je suis un peu gêné, et je l'avais déjà dit, c'est que quand on est prof, on s'auto-censure, hein. Évidemment, le métier d'enseignant, c'est faire le choix des mots qu'on utilise en fonction du public. Vous savez, aborder des questions intimes de sexualité devant des élèves, ça se fait avec délicatesse. Vous parlez pas dans un texte même littéraire d'amour, de baiser, d'homosexualité, par exemple. Rimbaud, Verlaine, quand vous discutez de ça avec des élèves de lycée professionnel, ça les choque, l'idée qu'ils étaient amoureux, voire même que ça a terminé avec un coup de revolver de l'un contre l'autre. Donc tous ces mots, j'aimerais qu'on rentre dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle s'auto-censurer ? L'acte pédagogique, par définition, est adapté à un public. Alors, mais sur la question de la laïcité, non, ce qui serait intolérable à mes yeux, c'est que vous ne fassiez pas un cours. Je vais prendre un exemple extrêmement que je crois en plus qui n'existe pas vraiment, contrairement aux caricatures. Refuser d'enseigner la Shoah ou je sais pas quoi parce que vous avez un élève qui vous terrorise en disant ça n'a jamais existé. Là, c'est affreux, c'est la fin de tout acte pédagogique, etc. Par contre, le fait de dire ce document, je vais peut-être pas le montrer parce que celui-là, il me permet de faire avancer les choses. Je crois que c'est le propre du métier d'enseignant et je voudrais éviter là aussi les choses très sensationnalistes qui ont lieu, qui souvent ne reposent sur rien de très précis. Il y a eu des rapports qui ont été faits, je pense même au rapport de Monsieur Aubin, qui a souvent servi d'exemple, dans lequel, moi je l'ai lu attentivement, il y a beaucoup de généralités, il y a peu de choses très précises, et ça ne fait pas avancer le débat. Les enseignants, ils ont besoin souvent, je répète, d'avoir des moyens, il y a beaucoup d'élèves, vous savez, quand vous vous retrouvez, je prends un exemple, et je suis déjà trop long, mais moi quand j'étais jeune prof, ça m'est arrivé de séparer des élèves qui étaient en bagarre dans une classe. Quand vous allez après le signaler à la vie scolaire, il n'y a pas assez de surveillants, c'était le vendredi après-midi, où il y avait plus de surveillants. Vous êtes au 2e étage d'un immeuble. C'est ça la vie concrète d'un professeur qui aimerait avoir des moyens supplémentaires, qui aimerait par la suite qu'il y ait un médecin scolaire qui appelle éventuellement les familles, qui rencontre les élèves qui sont souvent en crise psychologique aujourd'hui. Il n'y a pas de médecin scolaire dans le 1er degré en Seine-Saint-Denis par exemple. Donc les profs, ce qu'ils veulent, c'est effectivement être respectés et qu'on leur donne les moyens de faire leur métier et qu'on arrête de faire du buzz aussi autour de tel ou tel incident anecdotique, alors que sur le fond, ils ont besoin de moyens supplémentaires. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, donc c'était pas... Non, mais je parlais d'accidents anecdotiques dans une vie de classe et de violences qui sont réelles. 8 heures.
53. Le fil info avec un peu de retard. Diane Ferchit, on poursuit dans un instant avec vous, Alexis Corbière. Le gouvernement cherche comment soutenir les foyers les plus modestes face à la hausse des prix du carburant. Rien n'est encore arrêté, mais pour l'heure, 3 mesures potentielles sont sur la table. Une baisse des taxes, un chèque carburant ou encore un avantage fiscal. L'obligation du port du masque à l'école primaire abandonnée dans 12 nouveaux départements à partir de lundi. 79 départements au total seront concernés. Les départements où le taux d'incidence s'établit sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants pendant 5 jours consécutifs. En Lozère, en revanche, où le coronavirus circule davantage, les écoliers devront là à nouveau porter le masque lundi prochain. La spectatrice du Tour de France qui voulait simplement adresser un message à ses grands-parents et qui avait fait chuter le peloton avec sa pancarte jugée aujourd'hui en correctionnel, poursuivie pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires. Elle risque jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Et puis ce sera une grande avancée pour le sport féminin, estime sur France Info la directrice du Tour de France féminin 2022, Marion Brousse. 12 ans que le pendant féminin de la Grande Boucle n'avait pas eu lieu. Le tracé des 2 épreuves sera dévoilé à la mi-journée. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Avec 6 candidatures, la bataille va se jouer à peu de choses. À gauche, vous l'avez sûrement vu, le communiste Fabien Roussel a tendu la main à Arnaud Montebourg. Ça vous agace ? Non, en plus nous tendons la main à Arnaud Montebourg, à Fabien Roussel, et d'abord nous sommes en campagne. Tout le monde est lancé. Non mais voilà, c'est la fête c'est une chanson d'ailleurs. Et je te tends la main et tu me tends la main. Disait Indochine. Mais personne la prend. De quoi ? Non, mais alors précisément, comme pour l'instant, on va voir, il faut avancer. Nous sommes en campagne. Jean-Luc Mélenchon est dans tout ça finalement pas le plus mal placé. Mais d'abord, ce que tout le monde considère, je crois que c'est. Vous savez, moi je regardais, j'ai la mémoire de la campagne précédente. En octobre 2016, au même moment, dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon est entre 12-13%. Aujourd'hui, il y a des sondages qui le mettent à 11%, 10%. Non mais si on avait à l'époque nos amis communistes avec nous, donc peu ou prou, les choses sont même mieux. À la fin, on est à 19,5%. À l'époque, il y a 5 ans, Madame Le Pen était à 29% et Monsieur Fillon devait être président de la République. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous disent d'abord les instituts de sondage et les observateurs, c'est qu'un Français sur 2 n'a pas fait de choix. Il est plutôt abstentionniste. Il va regarder. C'est souvent sociologiquement des gens des milieux populaires qui se sont pas encore mis à la discussion, mais qui vont y venir. Et moi, je trouve qu'il y a bien plein de petits signaux qui montrent qu'il y a une envie de politique en même temps. Donc, il faut parler au plus grand nombre. Indiscutablement. Il faut faire campagne. Les histoires de je te parle, à machin, si c'est pour perdre du temps, ça sert à rien. Mais en même temps, moi, je continue à répéter ce que nous avons dit. Il y a des, comment dirais-je, il y a des divisions qui peuvent être pertinentes parce que c'est la vie, parce que nous avons des désaccords. Madame Hidalgo, c'est la suite de Monsieur Hollande sans les petites blagues. Bon, sur l'Europe, sur la démocratie, sur le social, franchement. Mais par contre, avec nos amis, je pense communistes, avec Monsieur Montebourg, s'il croit vraiment à ce qu'il dit, à savoir qu'il faut réindustrialiser le pays, qu'il faut aller vers la 6e République, pourquoi on pourrait pas se retrouver ensemble sur la même candidature? Qu'est-ce qui l'empêche? J'ai toujours pas compris. C'est Jean-Luc Mélenchon le problème. Non mais alors bon, c'est un problème psychologique, d'accord. Pourquoi en 2012, 2017 c'est un problème d'incarnation pour certains. Ben écoutez, le problème c'est que souvent, là je pense à Arnaud Montebourg qui fait la leçon sur l'incarnation, je crois pas que lui incarne quelque chose de très rayonnant. Parce que son histoire, c'est comment plutôt... voulez-vous entendre après quand vous dites des choses comme ça? Vous nous dites, je suis Indochine, je tends la main, c'est merveilleux. Non, mais et derrière, vous nous dites, Anne Hidalgo, c'est votre collègue. Anne Hidalgo, c'est François Hollande sans les petites blagues, et Arnaud Montebourg, il a un problème de... Mais c'est pas, j'en reviens on a connu des mains tendues plus non, amicales. Attendez, c'est pas méchant que de dire à ce stade. Attendez, non, mais il y a rien de personnel. Il y a rien de personnel. Pardon. À on ce a stade, perdu Salia en tout cas. Cher Anne Hidalgo, si vous m'écoutez, à ce stade, le problème que j'ai avec Hidalgo, c'est pas sa personne, c'est que le programme qu'elle nous propose, de ce que j'en vois, hormis après quelques petites phrases, elle n'en a pas. Et deuxièmement, ça reste quand même, de ce que je comprends, à moins qu'elle le dise, tant mieux, en continuité avec les grands choix qui ont été faits par le quinquennat précédent. D'accord. Deuxièmement, concernant Arnaud Montebourg, vu que c'est pas moi qui ai commencé, comme dirait l'autre, comme dirait dans la cour d'école, c'est lui qui a dit il y a un problème, c'est que Mélenchon, quelque sorte, il est repoussoir. Je comprends pas l'argument parce que je ne crois pas, cher Arnaud, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il y a 1 an, que tu nous démontres que toi, pour l'instant, tu règles ce problème-là. Moi, quand je l'ai vu il y a 1 an, je veux dire à ce micro aussi, il m'écoute, Arnaud, il s'en souvient, il m'a dit les enfants, j'étais avec un autre député, je dirais pas son nom. On va sauver une bonne bouteille. Ce que vous avez fait, c'est formidable. Moi, j'arrête la politique. La dernière fois qu'il a ouvert une bouteille, il s'est fait virer du gouvernement. Bon, mais là, vous voyez, je l'ai pas. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il arrêtait la politique. D'accord ? Il arrêtait la politique. 15 jours après, on apprenait, on s'en doutait un peu, qu'en fait, il rentrait en campagne. Ce que je veux dire, cher Arnaud, puisque tu m'écoutes et je t'aime beaucoup, c'est que tu peux pas, en permanence, perdre du temps dans tes interviews à taper sur Jean-Luc Mélenchon comme il le fait, alors en donnant l'impression qu'il y aurait un problème Mélenchon, alors que Arnaud,
Le problème que tu as aussi, c'est que t'es pas toujours très franc du collier. Et les gens le savent, parce c'est grâce à toi, on a eu François Hollande, on a eu Manuel Valls, et on a eu, à l'arrivée aussi, Monsieur Macron. Parce que si tu nous avais aidé la dernière fois, là je parle il s'est fait sortir du gouvernement entre-temps. Pardon ? Il s'est fait sortir du gouvernement entre-temps. Oui, mais celui qui l'a sorti du gouvernement de tout non plus. Oui, non, mais celui qui l'a sorti, vous êtes bien gentil avec lui. Celui qui l'a sorti du gouvernement ce matin, vous savez. C'est bien, c'est votre marque. Non, mais celui qui l'a sorti. J'étais macroniste en début d'émission, je suis Montebourguien. Vous êtes rancunier. Vous voyez, je suis une girouette. Non, ce que je veux dire. Non, attendez, laissez-moi. Ce que je veux dire, c'est que d'un mot, Arnaud, mais nous aussi, on en a fait des erreurs. Maintenant, j'arrête de les gratiner. On en fait tous. Mais arrêtons de perdre du temps. C'est quoi l'essentiel ? C'est qu'on se retrouve. On peut y arriver si ces forces convergentes, malgré tout, mais après mes petits coups de patte et mon petit côté de bon matin méditerranéen en rajouter, c'est que si on se regroupe à quelques-uns, on peut être au second tour. C'est ça que nous dit aujourd'hui et la fragmentation de l'extrême droite. C'est intéressant. La possibilité d'entrer au second tour est moins forte que prévu. Si on se regroupe à quelques-uns, et notamment Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, peut être la locomotive qu'importe tout ça. On peut être au second tour. Arnaud, Fabien et les autres, si vous m'écoutez, pourquoi on ne serait pas au second tour ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas être le candidat au deuxième tour qui évite ce deuxième tour mortifère qu'on nous annonce ? C'est possible, faisons-le sur les idées, sur le fond. C'est l'objet de notre convention qui a lieu ce dimanche à Reims. On va présenter notre programme, les grands thèmes, la 6ème République, Assemblée constituante pour y arriver. Il est midi, je vous arrête, Alexis Corbière. Il est non, mais c'est passionnant. Merci à vous, Alexis Corbière. Très bonne journée, 9h. Et j'espère que ceux qui m'ont écouté, Arnaud et Fabien, notamment Arnaud, ne prendra pas ombrage. Il a de l'humour, je le sais. Merci et bonne journée à vous. C'est drôle.